1er septembre 1939. À 4h45 du matin, les troupes de l'Allemagne nazie s'élancent à l'assaut de la Pologne, marquant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Dans le même temps, l'état-major français s'apprête à appliquer les plans pour mener une offensive en territoire allemand. Bonjour à tous, je me trouve actuellement devant le monument commémoratif des morts de la 21e division d'infanterie, surnommée aussi la division de fer, à Sarreguemines en Moselle. C'est ici, il y a 80 ans, en 1939, qu'ont été enterrés des soldats français morts au combat en Allemagne au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment ces soldats ont-ils pu mourir en territoire ennemi dans une période qui était connue pour l'inaction des armées françaises et allemandes? En effet, tout le monde connaît la période de la drôle de guerre de septembre 39 à mai 40, où les armées franco-britanniques restent dans l'attente derrière la ligne Maginot, tandis que les armées allemandes font de même derrière la ligne Siegfried. Mais cela n'a pas toujours été le cas, et surtout pas au tout début du conflit. En effet, contrairement aux croyances populaires, la France a bel et bien attaqué et envahi une petite partie du territoire allemand au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'offensive méconnue de la Sarre qu'on vous invite à découvrir à travers cette nouvelle vidéo historique. Bonjour à tous, c'est Antoine pour l'équipe des Historateurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'offensive méconnue de la Sarre, une offensive durant laquelle l'armée française va avancer en territoire allemand au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de rentrer dans les détails du sujet, je voulais d'abord vous parler un peu de l'histoire de la Pologne, car oui, la Pologne joue un grand rôle dans toute cette affaire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Pologne, qui était jusque-là partagée entre l'Allemagne, l'Autriche et la Russie, retrouve alors son indépendance et son intégrité territoriale, ce que confirmera également le traité de Versailles. Mais dès son indépendance, elle se retrouve en conflit avec la jeune Russie bolchevique, leurs frontières n'ayant pas été clairement établies. La Russie essaye donc d'obtenir sa part du gâteau, alors que la Pologne essaye simplement de retrouver l'intégralité de son ancien territoire. Malgré un début défavorable du conflit, la Pologne en ressortira vainqueur par un grand retournement de situation, mettant les armées russes en déroute, ce qui lui permettra d'agrandir son territoire. Le 21 février 1921, la Pologne et la France signent un traité d'assistance garantissant les frontières du nouvel État contre toute agression de la Russie ou de l'Allemagne. La Pologne est ainsi constituée d'un vaste territoire coupant l'Allemagne de la Prusse orientale au nord par le couloir de Danzig, qui est une ville indépendante sous mandat de la Société des Nations. À l'est, c'est la Russie, future URSS. La suite, vous la connaissez, ou presque. En 1933, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Au fil des années, la montée du nazisme, le Troisième Reich, le réarmement de l'Allemagne ainsi que le rejet du traité de Versailles font peser de lourdes menaces en Europe. En 1936, la Rhénanie est réoccupée et remilitarisée sans grande réaction française. En 1938, l'Autriche est annexée par l'Allemagne et toujours dans la même année, en octobre, lors de la conférence de Munich, la France et la Grande-Bretagne cèdent une grande partie de la Tchécoslovaquie aux exigences allemandes. Pourtant, en mars 1939, violant le traité signé quelques mois plus tôt, l'Allemagne envahit le reste de la Tchécoslovaquie. La Pologne constitue désormais la prochaine convoitise du Troisième Reich et tout le monde le sait. Le 31 mars 1939, le gouvernement britannique s'engage à soutenir la Pologne si son intégrité territoriale est menacée. La France fait de même le 13 avril 1939 en rappelant la validité de l'alliance signée en 1921. Les Britanniques misent sur une résistance polonaise de 3 à 4 mois. Le 19 mai 1939, le général Maurice Gamelin, commandant-chef des forces françaises, signe une convention militaire d'assistance avec la Pologne en cas d'invasion par l'Allemagne.
Cependant, suite à quelques désaccords, le volet politique de cet accord ne sera signé que le 4 septembre 1939, soit 3 jours après le début de l'invasion par l'Allemagne. Cet accord permet à la Pologne de recevoir 52 chars Renault R-35 dès juillet 1939. Cet accord prévoyait aussi un volet militaire qu'explique le général Georges qui commande toutes les troupes du Nord-Est en mai 1939. Dans l'hypothèse où le gros de l'effort principal allemand se porterait sur la Pologne, il peut être demandé aux forces françaises d'intervenir au plus tôt pour soulager les forces polonaises en maintenant ou en attirant sur notre front le maximum de forces allemandes. L'état-major français prévoit alors plusieurs plans d'action en cas de crise pour acheminer au plus vite les troupes vers le front. Dans ces plans d'action figurent des hypothèses offensives, ce qui montre déjà à quel point l'état-major français se voulait prudent. Et parmi ces hypothèses, l'hypothèse R pour Rhénanie va être imaginée. Elle deviendra plus tard l'hypothèse SAR. Le général Georges précise dans une note secrète la teneur de l'attaque. Dans un front allant de la rivière de la Moselle jusqu'aux Vosges, les forces françaises devaient se placer sur la frontière dans un premier temps et des reconnaissances devaient être faites pour analyser les forces de l'ennemi. Dans un deuxième temps, l'assaut devait être lancé pour conquérir d'abord une première ligne de villages dès le 12e jour, puis la rive ouest de la Sarre en nettoyant au passage la forêt de la Warnthe le 17e jour. À partir de là, un dispositif en profondeur devait être installé avec une puissante artillerie en vue d'un futur franchissement du fleuve. Face aux tensions grandissantes de l'été 1939, où la Pologne refuse de céder le corridor de Danzig à l'Allemagne, la France suspend les permissions des militaires dès le 20 août. Le 21, les officiers de réserve et les troupes spécialisées de la ligne Maginot sont appelés sous les drapeaux. Le 23 août, contre toute attente, un pacte germano-soviétique de non-agression est signé entre les ministres des Affaires étrangères russes et allemands, Molotov et Ribbentrop. S'il scelle officiellement une sorte d'alliance entre les deux pays, il contient des clauses secrètes. Les deux pays sont censés se partager la Pologne dès qu'elle sera mise hors d'état de nuire, dans le même temps que l'URSS fait mainmise sur les pays baltes et une petite partie de la Roumanie. C'est un échec cuisant pour la diplomatie franco-britannique qui avait essayé de tout faire pour ramener l'URSS dans le camp allié afin de faire un front commun contre l'Allemagne nazie. Le même jour, lors d'une réunion d'urgence au ministère de la Guerre, le commandant en chef des forces françaises, le général Maurice Gamelin, annonce que l'armée française est prête. Il estime la capacité de résistance de l'armée polonaise à plusieurs mois, jusqu'au printemps 1940 même. À ce moment-là, les Anglais seraient aux côtés des Français. Il confirme également que la France tiendra ses engagements vis-à-vis de la Pologne en cas de conflit. Le 25 août 1939, l'effectif de guerre est opérationnel sur la ligne Maginot et les troupes sont à leur poste. Le 31 août 1939, les Allemands mettent en scène une soi-disant attaque d'une station radio sur leur frontière par les Polonais. Le 1er septembre, à 4h45 du matin, l'Allemagne envahit la Pologne sans déclaration de guerre. Dans une directive secrète donnée au général Prételat, qui dirige le 2e groupe d'armées dans l'est de la France, le général Gamelin ordonne d'organiser les opérations préliminaires à l'exécution de l'hypothèse SAR. Les moyens prévus sont considérables. La France et la Grande-Bretagne remettent alors un ultimatum à l'Allemagne. Si ces troupes ne sont pas retirées de la Pologne dans les 48 heures, c'est la guerre. Hitler, mis en confiance par des années de laxisme dans la diplomatie franco-britannique, est sûr de son coup, les Alliés ne réagiront pas. Pourtant, le 3 septembre 1939, l'Allemagne n'ayant pas répondu à leurs ultimatums, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, déclenchant la stupeur des généraux allemands qui craignent l'ouverture d'un second front. La Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. La France lance sa mobilisation générale et évacue les civils en avant de la ligne Maginot. Les Allemands font de même en avant du Westwall, appelé aussi la ligne Siegfried. Il devient dès lors nécessaire, pour rassurer l'opinion publique et pour faire un geste envers la Pologne, de lancer l'opération SAR. Pourtant, à travers tous ces événements, le haut commandement est pris de court. Les opérations de couverture battent leur plein. L'opération SAR ne devait débuter que le 12e jour de mobilisation, mais devant la dégradation du front polonais, le temps presse. Mais on veut aussi économiser des vies.
La France, longtemps bercée dans le pacifisme d'avant-guerre, a un sérieux retard matériel et la mobilisation n'est pas terminée. Le 3 septembre toujours, des reconnaissances sont entreprises en territoire allemand sans autorisation. Le 4 septembre, afin d'avoir des bases de départ solides, un premier objectif est fixé: réduire les saillants de la forêt de Warndt et le saillant d'Auersmacher. Avant même le début officiel des opérations, la 42e division d'infanterie franchit la frontière et pénètre de 6 km en territoire ennemi. L'opération Sar vient d'être lancée à la hâte. Mais le temps est boueux et les Allemands ont pris soin de tout détruire au fil de l'avancée des Français. De plus, les Français sont gênés par une chose qui deviendra certainement leur pire cauchemar durant cette offensive: les mines. Et plus précisément les S-mines, mines antipersonnelles, et les Tellerminen, mines anti-chars allemandes. Les S-mines, une fois activées, en général par un petit fil tendu, déversent une pluie de billes d'acier mortelles jusqu'à 20 mètres autour d'elles. Les Tellerminen, quant à elles, bien camouflées, font sauter 5 kg d'explosifs une fois activées. Elles sont les fléaux des véhicules blindés français. Et les Allemands ont miné patiemment tout le secteur. Les moindres recoins ont été piégés. Les routes, les ponts, les carrefours, les maisons, les pompes à eau et même l'intérieur des maisons. Plusieurs dizaines de milliers de mines ont été placées. Les Français se rendent compte non seulement que leurs propres mines sont obsolètes, mais surtout qu'ils ne sont absolument pas préparés à ce type de piège. Les victimes sont nombreuses. Le 7 septembre, les objectifs en forêt de Warndt sont en majorité atteints, bien que les mines et les destructions ont fortement entravé l'avance des troupes. Du 7 au 8 septembre, des opérations de reconnaissance sont menées dans le secteur de la Blise pour tâter les défenses ennemies. Mais c'est le drame. 2 groupes d'éclaireurs font sauter des mines allemandes. 13 hommes sont hors de combat, dont 7 décédés. Le 9 septembre, ce n'est pas moins de 9 divisions d'actives, dont 4 bataillons de chars, Renault R-35 et Renault FT, qui se lancent à l'offensive dans le secteur de la Sarre et de la Blise. Du côté de la Sarre et de la Blise, c'est la 4e armée du général Requin qui fournit l'effort essentiel. L'attaque commence à 3h50 du matin. La 11e division d'infanterie, la division de fer, franchit la Sarre en plusieurs endroits. De même pour la 21e division d'infanterie sur la Blise. Pour ce faire, le génie a construit des ponts sous forme d'une flottille de radeaux-sacs Haber, un moyen de franchissement complètement obsolète datant de 1900. Les unités progressent donc très lentement. Ce n'est qu'en début d'après-midi que toutes les troupes auront traversé. L'aviation française participe également à la couverture de ces opérations, mais seuls des avions de reconnaissance, d'observation accompagnés de quelques chasseurs sont engagés. Les Allemands, mis au courant de l'incursion française dans le secteur, ont fait sauter tous les ponts sur la Sarre et la Blise à 5 h du matin. Le génie doit donc construire un pont de bateaux pour permettre la traversée des blindés, notamment des chars Renault R-35 du 22e bataillon de chars de combat. Cependant, là aussi, ces ponts sont très rudimentaires et fragiles. Cependant, ce matin-là, la brume est épaisse. Les chars avancent donc à l'aveugle, guidés par un officier. Soudain, une explosion retentit. 4 chars Renault R-35 viennent de sauter sur des Tellerminen allemandes. L'officier qui guidait les chars est mort sur le coup. Ce sont les premiers équipages de chars français morts durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, les objectifs sont atteints sans mal. La résistance allemande est molle et les villages sont vides. Cependant, il y a bien eu des combats et les canons et les mitrailleuses sont bien entrés en action ce jour-là. Les opérations se caractérisent par une succession de bonds en avant. Les objectifs journaliers sont à chaque fois atteints et sont mis en défense pour parer à une éventuelle contre-attaque. Sur tout le front, les Français progressent assez rapidement, mais parfois les Allemands résistent quand même sur plusieurs points de résistance, notamment lorsqu'une mitrailleuse parvient à contenir l'avance française pendant plus d'un jour. Pourtant, le dispositif allemand à l'ouest est faible. La première armée, du général Erwin von Witzleben, dispose de 17 grandes unités, dont 10 sont constituées de réservistes. Aucun blindé et très peu d'artillerie.
Les Allemands reculent donc prudemment, menant des combats d'arrière-garde et appliquant à la lettre une directive d'Hitler datée du 1er août 1939 et stipulant qu'il ne faut s'opposer que de façon locale aux violations du territoire, l'Allemagne ne voulant pas passer pour l'agresseur. Durant tout ce temps, les Polonais continuent de subir les assauts allemands et la situation s'empire de jour en jour. Les Polonais ne cessent de demander de l'aide à l'état-major français en rappelant leurs engagements. Le 10 septembre, le général Gamelin répond à l'attaché militaire polonais. Premièrement, plus de la moitié de nos divisions actives du Nord-Est sont engagées au combat. Dès le débouché de notre frontière, les Allemands nous ont opposé une vigoureuse résistance. Nous n'en avons pas moins progressé. Les prisonniers faits indiquent que les Allemands renforcent leur front de bataille par de grandes unités nouvelles. Deuxièmement, l'action aérienne est, depuis le début, entamée avec les opérations terrestres. Nous avons conscience de maintenir devant nous une part considérable de l'aviation allemande. J'ai donc devancé ma promesse de prendre l'offensive le 15e jour après le premier jour de la mobilisation française. Il m'a été impossible de faire plus. Bien entendu, ces déclarations sont fausses. Le général Gamelin pense en réalité déjà depuis la veille que le sort de la Pologne est durement compromis. Le 12 septembre, les troupes françaises ont progressé de 7 km en territoire allemand, parfois 8 à certains endroits, sur un front de plus de 25 km de large. Mais déjà, le même jour, sur le front polonais, la situation s'est dégradée brutalement. Le général Gamelin envisage déjà de stopper les opérations et pense à un retrait. Le 13 septembre, la 21e division d'infanterie progresse encore et n'est plus qu'à 4 km de la ligne Siegfried. Mais l'ordre est donné de stopper complètement l'offensive et les demandes des officiers pour s'attaquer au Westwall sont refusées. L'armée française manque d'artillerie et surtout d'obus de rupture. Le général Gamelin craint également que l'armée française ne soit coupée de ses bases arrière. Le même jour se tient la première réunion du Conseil suprême de guerre allié à Abbeville, dans la Somme, avec tous les dirigeants et généraux français et britanniques. La décision de Gamelin de ne plus attaquer à l'ouest fut approuvée. Les positions conquises furent mises en défense. Dans l'opinion publique, on fait passer cette offensive pour un grand succès à renfort de propagande parlant de coups de main audacieux ou montrant des remises de médailles aux soldats méritants. De nombreuses photos et vidéos montrent les Français en territoire allemand, notamment dans le village de Lauterbach. Des duels d'artillerie et des petites escarmouches auront souvent lieu durant cette période. En vitesse, par cette route que l'ennemi bombardait il y a quelques instants encore, la mission gagne la frontière. La mission passe l'ancienne frontière allemande. Le front français se trouve plus près de la ligne Siegfried que de la ligne Maginot. D'un poste d'observation, à quelques 400 mètres de la première ligne, la mission revit les phases d'un coup de main audacieux brillamment mené par nos troupes quelques heures plus tôt. Ici repose le premier soldat allemand tué par Hitler, dit Knickerbocker. Le territoire, situé entre les deux lignes fortifiées, était jadis très peuplé. Petites villes ou villages que nous traversons comptaient de 8 000 à 12 000 âmes. Actuellement, on n'y trouve plus du tout d'habitants. Butin de guerre, souvenir tout neuf du récent coup de main. Ici, l'on affichait le journal d'Himmler. Là, un souvenir du plébiscite de la Sarre au 13 janvier. Le journaliste américain conclut: entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried sont maintenant installées tant de pièces françaises. Tant de pièces françaises d'artillerie lourde que la ligne Maginot est en fait devenue la seconde ligne de défense française contre l'Allemagne. Cette confiance qui anime nos hommes et maintient intacte leur bonne humeur, témoin ces joyeux cyclistes qui récupérèrent si plaisamment les vélos abandonnés dans les villages allemands. Le 17 septembre, l'URSS passe à son tour à l'offensive contre la Pologne. Le pauvre pays, envahi des deux côtés, n'en a plus pour longtemps. L'offensive de la Sarre perd désormais tout son intérêt. Les positions acquises restent cependant défendues. Les 20 et 21 septembre,
L'aviation allemande, qui était restée jusque-là très discrète, est de retour dans le ciel occidental, les escadrilles revenant de Pologne. Les aviateurs français auront d'ailleurs pour objectif d'abattre le premier avion allemand sur le front ouest, ce qui sera chose faite. Des troupes allemandes commencent également à être transférées sur le front de l'ouest depuis la Pologne. Malheureusement, l'aviation française subit également ses premiers revers durant cette période, ce qui constitue un avertissement sérieux pour la suite des événements. Ainsi, le 21 septembre 1939, le sous-lieutenant Marius Bézet est abattu au-dessus de Bliesbruck à bord de son Murran Saulnier 406 et sera ainsi le premier pilote de chasse français abattu durant la Seconde Guerre mondiale. En novembre 2019, une stèle a été érigée à Bliesbruck en sa mémoire. Fin septembre, des essais de destruction sont réalisés sur un blockhaus allemand près de Prebach, mais c'est un échec, les Français n'ayant pas les munitions adéquates. La ligne Siegfried remplira pleinement son rôle dissuasif, les Français ayant renoncé dès les premiers jours de l'offensive à la franchir. Le 27 septembre, Varsovie capitule, et le 29, un traité entérine le partage de la Pologne entre l'URSS et l'Allemagne. Le 30, la décision du repli est prise. Le général Gamelin craint de voir apparaître à tout moment des troupes allemandes en nombre et en matériel et de devoir allouer des moyens supplémentaires pour tenir, alors que la France dispose toujours d'un important retard sur les matériels militaires. Le repli débute le 4 octobre. Les troupes françaises se replient progressivement et doucement, tant pour faire croire aux Allemands qu'ils sont toujours sur leur position, tant que pour ne pas froisser l'opinion publique qui prendrait cela pour un abandon de terrain après des semaines de propagande intensive sur l'opération. Les ponts construits par le génie sont munis d'explosifs et sont prêts à sauter. Cette période de retraite se caractérise par de nombreuses petites escarmouches diverses. Les troupes ont ordre de se replier derrière la ligne Maginot et les avant-postes situés en territoire français reçoivent même des instructions de repli. Le 16 octobre, la première armée du général Erwin von Witzleben mène une contre-offensive et réoccupe la frange de territoire conquise par les troupes du général Pretola. Ils suivent de près l'arrière-garde française qui termine son repli sur le territoire national le 17 octobre. Les derniers éléments français quittent la Sarre le 24 octobre. L'offensive allemande s'arrête en majorité sur les frontières, mais elle va parfois plus loin, les Allemands occupant à leur tour des petites localités situées en avant de la ligne Maginot. À partir de ce moment-là, le front ne bougera plus jusqu'au 10 mai 1940, chaque armée restant derrière ses fortifications, en dehors des petits corps francs, ces petits groupes de soldats qui réalisent des coups de main de temps à autre de l'autre côté de la ligne de front. C'est la période qui sera appelée la drôle de guerre ou Sitzkrieg, la guerre assise en allemand. Ainsi se termine l'offensive de la Sarre. Durant cet assaut méconnu, ce sont environ 1854 Français qui ont été mis hors de combat, dont 372 décédés. Les Allemands, quant à eux, auront perdu environ 660 hommes, dont 198 décédés, principalement durant la contre-offensive. Les pertes françaises, souvent causées par des mines, ainsi que le retrait de la Sarre, affecteront le moral des troupes. Pour l'armée française, l'offensive de la Sarre est un échec. Elle n'a pas atteint son but qui était d'attirer un maximum de troupes allemandes en Sarre pour soulager les forces polonaises. Pourtant, dans la propagande et dans l'état-major, on se félicite de ces soi-disant succès brillants et on est confiant dans l'avenir. L'offensive, lancée à la hâte avant la mise en place du dispositif complet, a révélé de nombreuses failles dans le système français. Absence d'obus de rupture ou d'artillerie adéquate. Instructions concernant les mines insuffisantes, moyens de franchissement du génie obsolètes, etc. En réalité, en septembre 1939, la France était très loin d'être prête à 100% pour la guerre, comme le prétendait le général Gamelin un mois plus tôt, en août. On se pose souvent la question de savoir si l'armée française aurait dû poursuivre l'offensive, si elle aurait pu percer la ligne Siegfried et renverser la situation. Certains historiens s'accordent à dire que la France aurait eu 2 semaines pour franchir la ligne Siegfried avant le retour des troupes de Pologne. Cependant, quand on regarde la lenteur des opérations durant l'offensive de la Sarre et l'impréparation de l'armée française, on peut sérieusement douter de cette hypothèse. C'est néanmoins un débat qui restera ouvert et que l'on ne pourra pas conclure car cela ne s'est jamais produit.
Cette vidéo sur l'offensive de la Sarre est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Franchement, venez nous rejoindre, plus on est nombreux, mieux c'est. Il y a plus de contenu que sur YouTube et du contenu régulier. Nous recherchons encore 2 personnes, notamment une personne qui pourrait nous aider en montage vidéo pour qu'on vous produise plus de vidéos plus souvent. On a vraiment besoin d'une personne qui maîtrise le montage vidéo. N'hésitez pas à nous contacter grâce au mail dans la description. Et on recherche aussi une personne pour nous aider sur les réseaux sociaux à continuer à produire du contenu de qualité régulièrement. Et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo historique.